combat qui rebondit en fait sur cette invisibilité. C'est pourquoi d'ailleurs elle a mis en place ce beau projet Les Géantes Invisibles qui essaie en tout cas de valoriser le travail des femmes qui sont méconnues, et aussi ce colloque rentre aussi dans ce cadre des études féministes, genre dans les espaces universitaires. C'est tout simplement, en tout cas, rendre visibles les questions de femmes, des questions féministes. S'interroger sur le féminisme contemporain, c'est juste s'interroger sur les formes de féminisme qu'on a actuellement, et là je vais dire au Sénégal, différentes féministes, et j'ai écrit un papier avec Barel Gay qui est à l'école normale. C'était en anglais, vu que mon anglais n'était pas... Voilà, donc on s'est associés pour écrire le papier, et l'idée c'était de comparer les différentes générations de féministes au Sénégal. Donc on est parti au premier mouvement, donc il y a eu 1984, voir un peu leurs particularités. On est redescendu jusqu'au fin 90, début 2000, ce type de féminisme qui est resté quand même invisible, hein? Et là actuellement on a cette forme quand même d'engagement qui se présente autrement, et c'est un type d'engagement qui est beaucoup plus inclusif quand on le compare avec la première génération de féministes qui était restée très radicale. Je pense que Fatou Sow a parlé un peu le fait qu'elles ont combattu foncièrement la polygamie, etc. Et nous, dans notre analyse, on a vu que ce type de féminisme que nous avons au Sénégal, qui est assez ouvert, on retrouve là-dedans des femmes qui sont dans des ménages polygames, on retrouve des femmes voilées, on retrouve en tout cas beaucoup de femmes qui ne seraient pas acceptées dans les premiers, en tout cas dans la première génération de féministes. Donc pourquoi nous on l'appelle un féminisme inclusif qui est même réceptif par rapport à tout ce qui est orientation sexuelle, etc. Voilà, donc la question du voile, parce que ces questions que je viens de citer, que ce soit le voile, la question de l'homosexualité, l'IVG, en parlant d'avortement, la question de la polygamie ont fortement, en tout cas, divisé le mouvement féministe partout dans le monde. Ce n'est pas seulement au Sénégal. Donc, ça a divisé le mouvement féministe. C'est pourquoi les réflexions que nous avons avec ces féministes actuels, on s'est dit, il ne faut pas mettre en avant ce qui nous divise, mais il faut mettre en avant ce qui nous rassemble le plus. Parce qu'il faut mettre en avant les fondements. Et voilà, il faudrait que ces fondements soient posés pour pouvoir maintenant parler de polygamie, parler de voile, etc., etc. Donc, même si aujourd'hui ce féminisme est assez nostalgique par rapport à ce mouvement, parce qu'on a connu un seul mouvement, mais en déjeunant, je pense que c'était Amina ou Mamitou qui disait, mais finalement on se retrouve, c'est pratiquement les mêmes têtes qui se retrouvent. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que même si on n'a pas un mouvement et qu'on essaie de travailler pour avoir un mouvement, mais on a quand même une plateforme informelle qui est là. Quand on discute sur ces questions-là, c'est pratiquement les mêmes personnes qui viennent, qui les intéressent. Donc, on n'a pas un mouvement fort qu'on souhaiterait. C'est important d'avoir un mouvement fort, j'y reviendrai tout à l'heure, mais quand même, on a des liens, et ces liens sont conditionnés par ce militantisme qui est extrêmement fondamental. La revendication d'un féminisme sénégalais africain est revenu. Je pense que ça restait transversal. C'est revenu dans le discours, en tout cas des anciens, qui se sont, en tout cas au niveau international, qui se sont positionnés pour réclamer leur féminisme. Et cette revendication aussi, on le sent avec cette nouvelle forme de lutte. On dit que nos combats sont différents du combat de ce qui se passe en France, aux États-Unis, parce que le terrain n'est pas le même, les contextes ne sont pas les mêmes, donc les outils de lutte ne peuvent pas être les mêmes. Donc cette revendication est toujours là. Je vais aller vite pour laisser voilà. Et on s'est rendu compte que, et j'ai beaucoup aimé quand ce matin
professeur Fatou disait que finalement, on a l'ancrage de ce féminisme qui est dans les différents mouvements, même si ces mouvements ne se réclament pas féministes. Et je disais qu'on l'a eu d'ailleurs, avec l'éclatement de Yewwi Yewwi, on a eu beaucoup d'organisations, même les réseaux civils viennent de là, donc de ces groupes-là. Donc même si après, ils ne sont pas revendiqués féministes, mais quand même on a senti cet ancrage-là pour dire qu'aujourd'hui, même si le terrain n'est pas toujours favorable parce qu'on est dans ce retour malheureusement de ce fondamentalisme, mais on est quand même moins stigmatisé. On est moins stigmatisé que l'ancienne, en tout cas moins marginalisé. Et je pense que ces deux points vont davantage nous aider si ces nouvelles formes, en tout cas ce féminisme qu'on a, puisse aller vers un mouvement fort. Pourquoi? Parce qu'on est dans un contexte de conservateurs qu'on retrouve partout, hein, en Occident, l'extrémisme, la montée de l'extrémisme, etc. C'est-à-dire que si on ne reste pas en mouvement, il y aura des menaces. Les menaces ont démarré parce que je reçois certaines féministes qui disent que vraiment on est menacé, que ce soit sur les réseaux sociaux ou autres. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on ne reste pas, si on n'arrive pas à formaliser cette plateforme-là, il y aura des démissions. Parce qu'il y a eu des démissions, avec la deuxième génération, quand même, il y a eu beaucoup de démissions qui disent que nous, on n'est plus là-dedans parce que c'est des personnes qui sont menacées, qui sont persécutées, et voilà. Donc, avoir un mouvement fort, c'est avoir un pilier derrière, un appui qui aide un peu à rester ensemble, à rester fort par rapport un peu à ce contexte qui est très menaçant. Ce qui a différencié de l'ancienne, la deuxième et la troisième est tombée sur les réseaux sociaux. Donc, c'est une génération de réseaux sociaux qui est très important, qui est quelque chose, en tout cas, bénéfique, qui permet de faciliter, en tout cas, l'exposition, la communication avec les féministes du monde. Donc, cette ouverture, cette opportunité, donc on peut s'enfermer dans sa chambre avec écrire leur blog, etc., être actif sur Twitter, etc., etc. Mais ce qui va limiter, c'est qu'on va rester sur des combats individuels, en fait. Donc, on va rester seul, on va combattre seul. On va pas sentir ce besoin de rester en groupe, etc., de descendre sur le terrain. Oui, même si on descend, les féministes font des descentes ponctuelles sur le terrain. On a vu avec le viol, etc., en tout cas, beaucoup de questions. Il y a des descentes, des mobilisations ponctuelles qui se font. Mais on s'est rendu compte que ces réseaux sociaux ont limité énormément, en tout cas, les combats qui demandaient beaucoup plus de mobilisation. Et quand on parle de mobilisation, on reste en tout cas sur des combats politiques parce que aussi tout est politique. Donc, pour dire qu'avec les réseaux sociaux, on a assisté en tout cas à une approche beaucoup plus individualiste, en tout cas des combats, même si on a senti après la nécessité d'être ensemble. Et l'autre limite, et je vais m'arrêter là, c'est que ces réseaux sociaux qui ont des opportunités d'être en contact avec ce qui se passe ailleurs, éloignent la jeune génération des masses analphabètes. Des masses analphabètes, des zones où il n'y a pas de connexion. Rappelez-vous, la première génération de féministes de ce mouvement qu'on a eu, Yewwi Yewwi pour le nommer, son point faible a été cette absence de connexion avec les masses. C'était un mouvement assez élitiste, assez fermé, donc n'était pas en contact avec ce qui se passe sur le terrain, et je fais allusion aux masses, aux femmes en tout cas, féministes qui vivent éloignées, analphabètes, et je pense que les réseaux sociaux, on doit s'interroger sur l'utilisation, en tout cas de ces réseaux sociaux-là, l'approche sur en tout cas individualiste qu'on a sur les réseaux sociaux, parce que c'est extrêmement important qu'on puisse être en connexion avec la masse, être beaucoup plus ouvert avec d'autres femmes qui se réclament féministes, même s'ils ne se réclament pas aussi féministes, mais qui adoptent des combats, même chose que les féministes. Et avec ça, on pourrait davantage, en tout cas, participer à tout ce qui est combat au niveau local, international sur les droits, aussi sur le bien-être des droits des femmes, pour juste emprunter peut-être combat, disant que tout simplement travailler sur les questions féministes, c'est travailler sur les questions d'humanisme, tout simplement. Avoir un monde beaucoup plus juste, beaucoup plus égalitaire. Merci beaucoup.